Et c'est parti à présent pour Enjeu patrimoine, où nous allons parler de vie de couple patrimonial. Et nous avons le plaisir de recevoir pour cela Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, docteur en droit et diplômé notaire. Bonjour Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, donc vie de couple patrimonial, un sujet large que nous allons traiter en lien avec une fiction où on retrouve, comme dans le mariage, un anneau. Exactement. Alors donc nous allons parler du Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce qui se passe dans cette vie de couple patrimonial? Exactement. Par quoi est-ce qu'elle commence? Eh bien, je vous propose effectivement de dissocier, comme ce chef-d'œuvre de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, comment se constitue le couple et les trois régimes fondamentaux. Vous avez parlé effectivement de l'anneau. Les deux tours, immobilier, Bien financier, sûr. comment le couple va acquérir un patrimoine, et puis ensuite le retour du roi, hélas, le décès, la transmission, les Ça, c'est la fin de funérailles. l'histoire. Voilà, la fin de l'histoire, exactement, le dénouement de l'histoire. Alors, on peut commencer effectivement par la première question, qui est quels sont les trois régimes? Bien Donc, sûr. il y a trois régimes envisageables. Le concubinage, c'est une situation de fait. Vous vivez avec quelqu'un. Alors, le droit en tire des conséquences, mais vous voyez que c'est très, très limité. Hein. On n'en tire pas beaucoup de conséquences. Concubinage, c'est le fait de vivre ensemble. C'est le fait de vivre ensemble, D'accord, exactement. ouais. Voilà. Alors, les communes établissent parfois les mairies des certificats de concubinage. Vous voyez, c'est très, très limité. D'accord, Voilà, c'est une ok. situation. Alors, il faut faire attention parce qu'à l'IFI, vous êtes soumis quand même à l'impôt. Les D'accord, deux. oui. Voilà, vous voyez que c'est plus le concubinage, le fisc, voilà, vous surveille quand même. Et puis, d'autre part, vous avez le Pacs, alors qui a à tort présenté comme, on dit, c'est comme le mariage, mais sans le divorce. C'est pas vrai. La D'accord, protection ouais. est quand même beaucoup plus faible. On va le voir notamment sur le plan successoral. Mais par exemple, dans le Pacs, c'est un contrat. C'est un contrat soit devant un notaire, soit déclaré à la mairie. Alors à la mairie, en général, c'est vraiment des formulaires. Et si on se trompe de case à cocher, le patrimoine n'est pas organisé tout de D'accord, la même manière. ok, ouais. Et puis parfois, les mairies perdent parce que c'est pas leur rôle, hein, contrairement à un notaire, de conserver les actes. Donc, soit devant notaire, soit devant mairie, c'est un contrat. Et un contrat qui peut être rompu facilement et qui a tout de suite une conséquence, par exemple, un impôt sur le revenu. Bien sûr. Hein, ouais. Les partenaires de Pacs forment un unique foyer fiscal. Et puis alors, le nirvana, le sommet, là, on monte Le sur les... mariage. Enfin, le mariage, là, c'est l'anneau. Ah, là, on parle Là, on y est, de l'anneau, voilà. on y est. Donc là, c'est l'anneau. Et on va pas se mentir, c'est fait pour les couples. Hein. Ça a été pensé pour ça depuis plusieurs siècles, sur à peu près toute la planète Terre, peut-être sur d'autres planètes s'il y en a, habitées. Et donc, l'idée est ici d'une protection maximale, avec beaucoup de configurations possibles. Il y a toujours Bien sûr. un régime primaire. Donc, par défaut, il y a des règles impératives. Si vous vous mariez, c'est comme au restaurant. Il y a un menu, c'est un menu gastronomique qui est très bon, mais il y a des voilà, Il y a des règles. il y a des règles. Il y a un ordre. Et ouais, puis ouais, après, il y a un ordre. Et puis après, vous pouvez choisir. Ah je veux plutôt de l'eau minérale ou du vin. Je veux plutôt tel type de pain ou pas tel autre type de pain. Fromage ou dessert. Voilà, il y a quelques Bien sûr, règles. ouais. Et ça, c'est ce qu'on appelle le régime supplétif, le fameux régime matrimonial. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs régimes matrimoniaux au sein du mariage ensuite. Exactement. C'est-à-dire que vous avez ce régime impératif auquel on ne peut pas déroger. Par exemple, l'article 215 alinéa 3 du Code civil dit que si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous avez une charmante épouse, vous voulez vendre votre résidence principale, vous êtes le seul propriétaire, et bien votre épouse doit intervenir. D'accord. Non pas qu'elle soit propriétaire avec vous, mais ça concerne le domicile conjugal, elle est protégée à ce titre-là. Vous voyez ? D'accord. Donc ça, c'est un effet impératif du mariage. L'obligation de fidélité, par exemple. Bien sûr. Bon. Pas fidélité successive, hein, attention, je précise pour certains qui attendent un peu vite. Fidélité tout court. Voilà. Fidélité tout court, exactement. Et puis, vous avez parfaitement raison, il y a le supplétif. Le supplétif, c'est, par défaut, vous êtes marié en communauté réduite aux acquêts, c'est-à-dire ne rentre dans la masse commune que ce qui est acquis pendant le mariage. Donc, ce qu'on appelle communément des régimes matrimoniaux, en fait, Voilà. on Le parle régime de matrimonial, il y en a un par supplétif. défaut. Il y en a un par défaut. Vous posez pas de D'accord. question, vous vous mariez sans contrat, par défaut, il y a un régime. Mais vous pouvez y déroger par un contrat de mariage avant de vous marier ou par un changement de régime matrimonial après le mariage. D'accord. Dans Ça, on tous les peut le cas, faire. on va voir le notaire, exactement. Et on dit, écoutez, voilà, moi je suis un entrepreneur, je suis dans une situation à risque, donc je veux pas que le patrimoine commun soit menacé, donc je veux que nos patrimoines soient bien séparés par une frontière étanche, donc je veux être en séparation de biens purs et simples. Et il y a d'autres formes de séparation, la participation aux acquets, la société d'acquets, vous voyez. Donc on choisit sur mesure, et le notaire va vous confectionner un joli contrat de mariage qui, par exemple, tout simplement va choisir la loi applicable. Parce qu'aujourd'hui, vous vous mariez en France, puis dans 6 mois, vous résidez en Grande-Bretagne, votre épouse est italienne, et bien on se dit à un moment donné, quelle est la loi applicable à mon mariage ?
Et c'est pas le lieu de résidence, enfin c'est pas là où le mariage a eu lieu qui fait foi pour la forme, oui. Pour la forme. Donc si le mariage, il est devant un druide à serpe d'or, parce qu'on est dans un pays dans lequel c'est un druide à serpe d'or. Donc là, on a quitté le Seigneur des Anneaux, on est dans Astérix et Obélix. On peut faire l'un et l'autre. Ou ça peut être Gandalf. Bien sûr, pourquoi pas, ouais. Célébré par Gandalf, pour revenir dans le thème. Donc dans ce cas-là, effectivement, c'est la loi de la forme. Sur le fond, de deux choses l'une. Soit vous avez choisi votre régime matrimonial dans un contrat de mariage, vous avez choisi la loi applicable, et là c'est formidable, puisque vous avez dit, moi je vais être soumis à telle loi. Soit vous ne l'avez pas fait, et dans ce cas-là, on va considérer que c'est la loi de la première résidence commune. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on choisit son régime matrimonial, on a généralement l'impression qu'on a le choix entre séparation ou communauté de biens, alors qu'en fait, il y a beaucoup plus de choix. Il y a beaucoup plus de choix, on peut faire du sur-mesure. Par exemple, quand vous dites communauté, il y a la communauté universelle, mais on peut dire la communauté de meubles et haquets. Pendant très longtemps en France, le régime par défaut, c'était la communauté de meubles et haquets. Puis comme la richesse est devenue très financière, votre émission en témoigne, de moins en moins immobilière, on s'est dit, mais la communauté va devenir énorme, et donc les masses propres de chacun des époux seront très faibles. Et alors justement, en parlant d'immobilier, maintenant on va dans le deuxième volet, finalement, dans les deux tours. Voilà. Donc on peut commencer par une tour, effectivement, l'achat de résidence, l'immobilier, l'achat de résidence principale notamment. Alors là, on entend souvent qu'il vaut mieux être marié pour acheter quand même. Alors, exactement. Par défaut, vous allez être sous le régime de l'indivision. Chacun va acquérir une quote-part de l'indivision. Et si vous êtes dans une famille qui s'entend bien, autour de vous, c'est que personne n'a connu l'indivision. Parce que dès que connaît l'indivision, il se déchire. Ça, c'est mécanique. Dans les successions, on a observé ce phénomène assez vite. Donc les indivisions, ça peut vite être compliqué, puisque chacun peut bloquer l'autre. Si vous vous mariez, dans ces cas-là, sous un régime communautariste, il est très vraisemblable que votre acquisition sera commune. Ce n'est pas un bien moitié monsieur, moitié madame, c'est il est à nous deux. Voilà. Il n'y a pas de quotité. Intégralement. On n'indique pas exactement. Il est intégralement. Même si madame travaille beaucoup et elle finance à 80%, et que vous travaillez très peu, et vous financez seulement à 20%, et le bien est commun pour le tout. Peu importe le montant du prêt ou de l'apport. Exactement. Il y a vraiment une idée de on partage la richesse ensemble. C'est ça l'esprit communautariste. Et c'est la communauté de l'anneau. On est ensemble dans l'aventure. Donc, effectivement, c'est mieux d'acquérir marié. Au fond, moi, je raisonnerais à l'envers en disant quel est le niveau de protection que vous allez accorder au conjoint ? Comment vous gérez un décès ? Comment vous gérez une séparation ? Si vous voulez que ça soit plutôt ambiance bataille du Seigneur des Anneaux avec des orques qui vous frappent à grands coups d'épée, le concubinage suffit. Le concubinage suffit. Si vous voulez quelque chose de plus apaisé avec des règles du jeu, ça se passe mieux. Car comme on dit, c'est celui qui paie l'orchestre qui choisit la musique. Donc c'est quand même mieux de savoir sur quoi on va danser. Et alors, il y a également une autre tour, c'est l'investissement financier. Juste avant, sur l'investissement immobilier, on peut acheter en étant pacsé. Simplement, il faut compléter d'un testament, c'est ça ? Bien sûr. Alors, vous avez parfaitement raison. Là, vous êtes déjà, vous inaugurez presque la dernière partie. Le retour du roi. C'est le retour du roi. Parce qu'effectivement, en cas de décès, un partenaire de Pacs n'a seulement qu'un droit d'usage et d'habitation pendant 1 an. Sur la seule résidence principale. Donc le temps de se retourner, finalement. Le temps de se retourner. Et très souvent, ils nous disent, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut au moins rester 5, 10, 15 ans. On peut avoir des enfants mineurs, en particulier. Donc on ne veut pas que ce soit les enfants mineurs et le juge des tutelles qui vous donnent les règles. Et on peut être dans des familles recomposées. D'où l'intérêt du testament. Pourquoi ? Parce que la bonne nouvelle commune au Pacs et au testament, c'est l'exonération totale des droits du conjoint survivant. Donc vous avez intérêt à dire, par un testament, je protège mieux mon conjoint, et de sorte, il pourra non pas hériter, mais être légataire sans payer un centime. Alors on y reviendra du coup dans le retour du roi. Deuxième tour, c'était les investissements financiers. Oui. Alors, le principe est assez simple. Chacun est titulaire de son patrimoine. Ça, c'est la formule la plus simple. Si on est en communauté, le patrimoine est commun. Nous ne l'oublions pas. Donc, monsieur, par exemple, est à la tête d'une entreprise. Les parts sociales sont au seul nom de monsieur. Il l'a créé pendant le mariage. C'est un acquet. D'accord. Donc, le jour où il y a séparation, que ce soit par décès, par divorce, par changement de régime matrimonial, on va découper en deux et on va dire la valeur de l'entreprise doit revenir à monsieur et madame, même si les titres, ce qu'on appelle la dissociation du titre et des finances, même si les titres ne reviennent qu'à monsieur. C'est vous l'entrepreneur qui avez créé, par exemple, une société. C'est ce qu'on a vu aux États-Unis avec le cas Amazon, ou là c'est différent, le droit n'est pas le même ? Alors c'est pas le même. Les Américains ont beaucoup de qualités, mais ils n'ont pas la finesse du droit français et d'un schéma communautariste. Donc chez eux, grosso modo, ils connaissent que le régime séparatiste. Donc c'est après. Donc c'est autre chose, effectivement. Voilà. Mais on a vu effectivement, ça pouvait rappeler dans l'actualité. Je suis d'accord. Donc ça, c'est les investissements financiers. Il nous reste quelques minutes.
minutes pour parler du retour du roi. Donc là, on se projette en fin d'histoire de vie de couple, et notamment de vie de couple patrimoniale. Quelle protection en cas de décès avec, du coup... alors effectivement, dans cette vie à deux. nous ne sommes pas, sauf si nous sommes des elfes, nous ne sommes pas immortels. Ouais. Voilà. Quoique Et donc, même eux, je crois, ne sont pas totalement immortels. s'ils aiment un homme, Ah. s'ils aiment un homme, Bon. comme on parle d'amour, c'est un risque. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, en cas de décès, quelle est la protection du conjoint? Si c'est en concubinage, c'est facile, c'est 0, ça va assez vite. En cas de Pax, on l'a vu, elle est très faible. Le mariage, c'est beaucoup plus confortable, puisque simplement par le mariage, vous êtes l'héritier de votre conjoint. D'accord. Alors après, ça va être articulé en fonction d'enfants non communs ou pas, par exemple. S'il n'y a pas d'enfants communs, ce sera un cas en pleine propriété, mais qu'on peut convertir sur la résidence principale. Si on a des enfants communs, c'est aussi ce cas en pleine propriété, mais ça peut être aussi 100% en usufruit. On peut le renforcer et on peut aller très loin avec ce qu'on appelle les avantages matrimoniaux. C'est-à-dire que arrive, on est à la retraite, 65 ans, 70 ans, on se dit, ça y est, j'ai passé ma vie professionnelle, je n'ai plus le risque des créanciers professionnels. J'ai 30 ans de vie commune, donc je ne crains pas le divorce demain matin. Donc je dis, on va modifier notre régime matrimonial, on va modifier la répartition des biens pour que les biens soient sacralisés comme la résidence principale, reviennent exclusivement au conjoint survivant, pour qu'un des époux puisse transmettre le patrimoine de l'autre époux, parce qu'on a fait glisser le patrimoine. Fiscalement, c'est très avantageux. Donc là, on peut être dans une autre stratégie. Et puis enfin, je dirais, il y a toujours cette formidable technique qu'est la société civile, qu'on connaît bien ici, et qui permet de dire, le bien, on le met dans un cadre juridique différent, avec nos propres règles, et même pour des personnes mariées, la société civile est vraiment un bel outil, qui permet d'avoir nos propres règles de gouvernance, de transmission, d'égalité successorale. Alors pour finir, une question rapide, est-ce que c'est une bonne idée de se dire je ne fais rien, comme ça la séparation, si jamais il y a séparation, sera moins difficile? Alors, c'est pas une bonne idée. D'accord. C'est pas une bonne idée. Il faut s'engager, c'est ça? Il faut s'engager. Et soyons clairs, à partir du moment où il y a un enfant, à partir du moment où il y a un bien immobilier, s'il y a séparation, il y aura des ennuis. D'accord. Vous voyez? Donc, autant avoir choisi vos règles du jeu et danser sur la musique qui vous plaît, parce qu'on danse aussi un peu dans Le Seigneur des Anneaux, pour pas que ça soit une trop grande bataille. Donc, c'est au fond, il faut bien raisonner comme ça. Pax plus testament, je vous rappelle quand même que le Pax, vous pouvez le révoquer à tout instant, unilatéralement. Bien sûr. D'ailleurs, le mariage annule le Pax, on est d'accord? Exactement, exactement. Et puis d'autre part, on va bien rédiger votre testament, évidemment. Moi, quand je rédige un testament pour mes clients, je vais dire que je reconnais l'avantage tant que je suis paxé, mais si je suis plus paxé, tu n'auras plus l'avantage. Donc en rompant le Pax, le legs disparaît. Voilà. Donc vous voyez que c'est une lettre recommandée, et puis ça y est, tout s'arrête. Alors, c'est plus compliqué, comme on l'a dit, s'il y a du patrimoine immobilier, mais au moins, Pax testament, c'est quand même bien pour aller à la bataille du Mordor. Merci beaucoup, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, pour cet exposé en lien avec le Seigneur des Anneaux. Je rappelle que vous êtes docteur en droit et diplômé notaire. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a donné envie de vous replonger dans les œuvres de Tolkien ce week-end, ou de réfléchir en tout cas à votre vie de couple patrimonial. Et quant à nous, on se retrouve lundi à 13h sur Bismart.